À 8 ans, je quitte mes parents pour la première fois et je reviens à 11 ans, je repars à 16 ans parce que forcément la guerre recommence. Tous les mois, on perd quelques milliers d'euros et puis au bout d'un moment, on a dit bon, peut-être arrêter de cramer de l'argent pour rien. Et donc je lui dis, écoute, si tu veux, donne-moi 1000 euros par mois de budget Google Ads, les 3 premiers mois, 0 frais de service. Super. Et au bout des 3 mois, on regarde ce que ça donnait. Un peu de savoir-faire, beaucoup de bol, on fait par rapport à l'année dernière en vente directe. Waouh. À ce moment-là, je suis encore, on va dire, c'est une entreprise, mais il y a encore que moi. Et donc je commence à me dire, ok, il faut que je m'entoure. C'est là aussi que j'ai fait des erreurs, j'ai loupé. On doit nous encore s'améliorer là-dessus, parce que je savais faire il y a 5 ans, une partie est déjà obsolète. Ça me déleste un certain nombre de tâches et en fait le temps investi, les former, est payé aujourd'hui. On est agnostique de la tech. Nous aujourd'hui on a 8 PMS compatibles. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans et dans 10 ans ? À 10 ans, c'est la première fois que je le dis publiquement, j'aimerais faire en sorte... Vassilie Boudmilia, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Et ravi de commencer, même en allant un petit peu plus loin dans la prononciation finalement de ton prénom et de ton nom, qui est peu classique en France, et d'arriver à savoir vraiment comment on le dit bien. Écoute, merci déjà Sébastien de m'avoir invité. Donc en effet, à l'écrit, ça peut faire peur, ça peut être prononcé de diverses manières. En version originale, c'est Vassilie pour le prénom et Boudimlia pour le nom de famille. Vous vous posez sûrement la question du nom d'origine. C'est d'origine serbe. Et c'est un des rares noms de famille qui n'est pas en hitch, parce que c'est souvent en hitch, les noms de famille serbes, mais il se trouve que le mien se finit en IA, voilà. Et comme les noms de famille ont souvent une histoire, alors déjà le prénom Vassilie, en fait c'est Basile, en français c'est Basile. D'accord. Et Boudimlia, c'est venant de Buda, Buda étant la moitié de Budapest. Ce qui montre aussi que dans les Balkans, on circule un peu partout. Voilà. Mais sinon, voilà, Vassilie, ça va très bien et j'ai pris l'habitude que finalement le nom de famille soit pas si souvent que ça à prononcer. Ouais, moins utilisé. D'accord. Voilà. Mais voilà, c'est bien de savoir au moins comment ça se dit. Donc merci de le préciser. Et tu me parlais juste avant qu'on commence finalement d'un petit peu une histoire quand tu étais plus jeune. Avec un de tes professeurs, je veux bien que tu nous en dises un peu plus pour tout le monde. Aucun souci. Donc voilà, donc je suis d'origine serbe, né en Serbie, mais j'ai passé une partie de mon enfance en France, d'où l'accent ou l'absence d'accent. Et en effet, donc j'ai passé 5 à 6 ans avant le bac en France, à l'école. Et bien évidemment, comme tous les élèves, j'avais l'appel au début du cours. J'ai un seul prof qui m'a demandé plusieurs fois comment prononcer le prénom, le nom de famille, l'a appris, pendant toute l'année prononcé comme il fallait. C'était mon prof de physique-chimie en terminale. Et du coup, moi qui étais moyennement fan de physique-chimie, je l'ai appris et j'ai eu 14 au bac grâce à ça. Comme quoi, plein de choses peuvent nous motiver pour avoir des bonnes notes, y compris la bonne prononciation du nom. Ah, c'est top. Ça me fait vraiment penser à l'effort que lui, il a fait de se connecter à toi et d'apprendre à vraiment te comprendre finalement aussi et par tes origines. Ah, mais tout à fait. Et comment ça a influencé ton apprentissage. Et puis mine de rien, 20 ans après, je me rappelle encore. Ouais. Ah oui, c'est beau. C'est une histoire qui garde. Et tiens, ça sera très intéressant et peut-être on peut aller directement là-dessus. Comment tu vois la relation avec ça et l'expérience voyageur ? Alors, c'est une bonne question. Je m'y attendais pas, mais elle est intéressante. En fait, c'est toujours dans la relation voyageur, avant même de dire voyageur, dire que c'est une autre personne. Donc bien sûr qu'on est là pour faire le check-in, pour expliquer, si je parle d'un check-in, pour expliquer les spécificités du logement ou les règles de maison, mais avant tout finalement on parle à quelqu'un. On parle à quelqu'un, une personne qui a son bagage, qui est fatigué du voyage ou autre. Et la première chose, c'est le sourire, le fait d'essayer de parler avec cette personne 30 secondes, ou 2 minutes s'il en a envie. Mais comme on pourrait dans la rue, finalement, quelqu'un nous demande le chemin, il s'agit pas seulement de s'arrêter ou de ne pas s'arrêter, c'est de se dire ok, je vous explique où c'est, pourquoi vous y allez, est-ce que je peux vous aider, voilà. Ça veut pas dire on va pas le faire à chaque fois. Peut-être que la personne est pressée, peut-être qu'on est pressé, mais se dire on est en face à une personne ou un groupe et leur accorder ce minimum, on va dire, d'humanité. Ça veut pas forcément dire qu'on va devenir amis ni refaire le monde avec chacun. Au contraire, dans 99% de cas, on le fera pas. Mais se sortir de juste c'est une résa, c'est un client et dire c'est une personne que je rencontre. Ah on tient. Super, et on voit l'impact finalement même des années après. Ah oui, comme tu tout à fait. Dire.
Excellent. Tout à fait. Et donc pour revenir un cran en arrière, Mhm. ravi d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours, sur qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené finalement à être aujourd'hui le fondateur de OptiRental. Et voilà, curieux que tu nous déroules un petit peu finalement cette aventure. Alors, et puis je vais essayer de la faire relativement courte parce que je suis connu pour faire des histoires longues. Ok. Donc, je vais essayer de faire court. Puis on ira creuser après. Voilà, avec donc plaisir. Donc très rapidement, voilà. Donc moi je suis né en Serbie, mais une partie de la famille vivait déjà en France. Donc voilà, je fais mes études classiques. Enfin, je veux dire les primaires, collège, tout ça. Dans les années 90, Serbie, Yougoslavie, Balkans, guerre. Donc ça fait aussi des allers-retours. Et mais assez rapidement. Et ça, juste si on peut s'arrêter un petit peu pour zoomer, Mhm. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Alors, Qu'est-ce que ça change dans ta vie? ce qui change, c'est à 8 ans, je quitte mes parents pour la première fois et je vais chez mes grands-parents qui habitent en France. D'accord. Parce qu'il y a la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Je reviens à 11 ans et je repars à 16 ans parce que forcément la guerre recommence. Et ça, tu t'en rends compte? Je me rends pas compte de l'impact qu'on a en tant qu'enfant quand il y a quelque chose. Alors c'est très dur sur le moment, Ouais. mais c'est moins dur d'être à Paris, enfin en banlieue parisienne, d'aller à l'école. Certes, tu parles pas français, mais bon, tu commences tu l'apprends et puis t'es gamin, t'es résilient. T'es quand même heureux de pas être dans un pays en guerre. Donc finalement, c'est dur, mais c'est beaucoup moins dur que tous ceux qui sont restés sur place. Après, toute proportion gardée, donc moi je viens de Belgrade, qui est vraiment la capitale. Les premières parties, techniquement, c'était pas la guerre, c'était les sanctions. D'accord. Voilà. Et la deuxième partie, donc qui était 99, là en effet des bombardements, mais ça reste des bombardements. Alors c'est pas du tout agréable, c'est pas du tout sympa, mais ça ne se passe que la nuit et t'as juste des bâtiments qui étaient debout et qui le lendemain matin ne sont plus debout. Ouais, Donc c'est stressant. J'imagine, ça mais- peut te tomber dessus aussi, donc. Ah, ça peut tomber dessus. Alors tu vas dans des souterrains te protéger et puis au bout d'un moment, puisque nous on avait la chance dans la famille d'avoir donc des grands-parents qui habitaient en France depuis Ouais. 4 décennies, D'accord. ma mère décide qu'il est temps que je reparte finalement en France, donc c'est comme ça que je reviens en France. Mais ça m'a donné ce principe de comment dire, on a où on est né, on a là où on se sent bien, mais on peut aussi bouger en fait tu bouges au début parce que t'as pas le choix. C'est à 8 ans tu choisis pas clairement, mais voilà, il y a ce premier phénomène, on va dire que ton chez toi peut changer au bout de 5-10 ans pour des raisons que tu maîtrises ou que tu ne maîtrises pas. Et ensuite, je fais pas du tout le raccourci, je dis pas que c'est ça qui m'a donné le goût du voyage, c'est pas vrai, je devais l'avoir en moi, mais voilà, mais je te dis voilà, finalement son chez soi peut changer. Ensuite, j'ai on va dire un amour du voyage voilà, comme beaucoup de gens, mais surtout l'autre chose qui m'a, alors rien à voir avec les guerres, qui m'a assez rapidement pris. Mon grand-père était il était commerçant grossiste en chaussures. D'accord. Grossiste, il vendait par dizaines, centaines de milliers de paires de chaussures. Ah oui, Voilà, d'accord. donc Donc c'était vraiment gros volume. Ouais. Et il m'a raconté ses histoires. Et une des choses dans ces histoires que gamin de 5, 6, 7, 8 ans, donc vraiment même avant la guerre, qui me faisait toujours rêver, c'était il prenait l'avion, il prenait le train pour aller visiter l'usine, tous les voyages qu'il avait. Et l'autre anecdote, c'est qu'à chaque fois qu'il voyageait, à l'époque c'était les années 80-90, il y avait que des hôtels. Et il ramenait toujours les petits savons de l'hôtel. Oui. Avec les noms, et donc dans la salle de bain, on avait toujours 6-7 petits savons différents, avec, parce qu'il bossait beaucoup avec l'Italie, il y avait le grand hôtel de Milan, il y avait un hôtel dans le sud de la France, il bossait aussi avec l'URSS, donc il y avait aussi en cyrillique ça. Et donc, quelque part, mon premier voyage s'est fait avec les savonnettes du grand-père. Voilà. J'accélère un peu, j'arrive en France, je passe mon bac, parcours classique, quelqu'un qui est pas trop mauvais à l'école. J'étais pas fait pour être ingénieur, je voulais faire du commerce, on m'explique qu'il faut faire une école de commerce. Bon ok, je vais faire une école de commerce. Je fais mon école de commerce et j'avais toujours envie, dès ce moment-là, d'entreprendre. Mais d'un autre côté, voilà, je viens d'arriver en France, les papiers c'est réglé à moitié et donc je me dis la meilleure manière c'est de commencer à travailler dans le salariat. Donc je rentre dans le salariat. Ça se fait aussi un peu par chance parce qu'en fait moi je voulais un stage de pré-embauche. Je rêvais de bosser dans le sport, alors que j'avais pas forcément ni de capacité, ni de compétences particulières. Bref, mais Tu sais, c'est quoi qui t'avait attiré vers le sport?
Bon, quand t'es gamin, t'es fan de foot, t'es fan de basket. Okay. Alors tu comprends vite que tu t'es pas bon pour le jouer, mais tu te dis ouais, je vais faire du marketing, je vais faire ceci, cela. C'est en fait c'est des idées qu'on se projette quand on a 18-20 ans et qui après ne résistent pas à la réalité. Bref, donc j'essaie de faire mon stage et je finis chez un opérateur télécom, un petit opérateur télécom qui avait une licence de marque dans le foot. Bon, c'est comme ça que je rentre dedans. Je découvre le monde de la tech et télécom puis tech, et je trouve qu'en fait c'est super intéressant. Donc je fais 2 ans chez l'opérateur télécom, je fais 2-3 ans dans le conseil, et après j'atterris chez Orange, mais Orange non pas côté télécom, mais vraiment côté web. Et donc là, pareil, c'est un concours de circonstances et de chance qui font que je m'occupe, enfin je suis dans l'équipe bien sûr. Orange c'est un mastodonte, donc dans l'équipe qui s'occupe des relations avec les GAFAM, donc avec Google, Amazon, tout ça, et les partenariats qui se faisaient au niveau groupe et ensuite déclinés au niveau de chaque pays. Donc je suis là-dedans à peu près 8 ans. Donc au début, je m'éclate puisque je découvre. C'était fin des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010. On a accès à des projets incroyables, tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, je comprends que c'est chouette, mais je ne suis qu'un numéro d'une équipe, d'une division, d'une entité, d'une division. Voilà. Les grands groupes, c'est très bien, mais au bout d'un moment, c'était plus pour moi. C'était plus pour moi. Je me suis rappelé que j'ai toujours eu envie de créer. Et donc, rendons à César ce qui est à César, les grands groupes, c'est facile parce que tu peux aussi partir créer avec un filet de sécurité, avec un congé création d'entreprise, congé sabbatique, tout ça. Et donc, on a une idée, c'est bien le mot idée que je retiens parce que il faut pas partir de l'idée, il faut partir du besoin. L'idée, on était en 2015, c'est l'arrivée des Deliveroo Foodora. Et donc, on se dit, mais c'est une idée chouette, mais si on le faisait fait maison. Et tu disais c'est avec qui? Justement, j'avais 2 associés. Donc on était 3 associés et on décide de faire le Foodora du fait maison. Enfin, on décide. On part de l'idée. Voilà, il y a l'idée. Voilà, il y a l'idée. Il y a l'idée. On fait des choses très scolaires. On fait une petite étude de marché. On fait le positionnement, mais vraiment très scolaire. Donc basé sur ce que vous avez appris à l'école ou comment? Pas forcément. Où est-ce que vous avez appris un peu ces processus? On avait tous déjà à ce moment-là, entre 5 et 10 ans d'expérience dans l'entreprise. Donc, c'était pas vrai, scolaire dans le sens, non, on n'est pas parti de nos cours de l'école de commerce, mais on est parti il y a des étapes à faire. Marketing, faut les faire, je t'avoue que là, tu me fais une bonne question, je me rappelle plus. C'était pas des vidéos, c'était pas des tutos, je saurais pas dire, si, je me rappelle. On s'est fait aider par Haute-Seine à entreprendre. D'accord. Qui est justement un organisme qui, pareil, nous avait mis en fait un peu un cadre. Donc on a suivi ça, mais le problème de partir de l'idée et pas du besoin, c'était qu'on a travaillé sur le produit, sur l'offre, sur la plateforme web, tout ça, et on n'a pas assez en fait travaillé le besoin, mais des 2 côtés, parce qu'il nous fallait des gens qui allaient cuisiner et des gens qui allaient acheter. Et donc comme on s'est lancé autour de la défense, alors par simplicité, parce qu'on habitait tous autour, on avait des cuistots le soir et des gens qui voulaient manger le midi. Donc on a oublié le besoin. En général, ils aiment bien manger frais. Voilà. Et en fait, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que le plus important, ce n'est pas l'idée, c'est un besoin solvable, c'est-à-dire un besoin pour lequel le client est prêt à payer. Et dans ce contexte-là, on avait du coup un besoin qui était de manger à midi, justement autre chose que la cantine ou le restaurant du coin, mais que ceux qui étaient prêts à cuisiner, c'était pas ceux qui étaient disponibles à cuisiner le midi, mais c'était ceux qui étaient disponibles à cuisiner le soir. Donc voilà, on fait quelques mois d'opération, tous les mois on perd de l'argent, on n'a pas perdu beaucoup d'argent, mais voilà. Il y a la logistique, et en fait aucun des 3 n'est logisticien, et en fait c'est ça. Alors ça, pour le coup, vous aviez quoi comme profil? On avait un profil tech, purement tech qui s'occupait de la plateforme. On avait un profil plutôt Sciences Po qui était, mais pas parce que c'est Sciences Po, mais qui sur la relation avec les cuisiniers. Parce qu'elle était très dedans, elle était super là-dedans. Pierre qui était sur la tech, Claire était sur la partie relation avec les cuisiniers, et moi avec ma casquette marketing, j'étais un peu le marketing de l'équipe, mais on avait oublié on n'avait pas compris que ce métier-là, c'est un peu de marketing, oui c'est le besoin, mais c'est aussi de la logistique, et que si on n'a pas d'un logisticien dans l'équipe, on bricole parce qu'on apprend en même temps qu'on fait. En plus, tous les mois, on perd quelques milliers d'euros. On n'a pas levé, on a eu des fonds publics, on a ce qu'on a mis nous. Et puis au bout d'un moment, on a dit on va peut-être arrêter de cramer de l'argent pour rien.
Voilà. Donc on arrête. Pierre et Claire reviennent dans le salariat. D'accord. Et c'est très bien. Ils sont aujourd'hui très très heureux, très épanouis où ils sont dans le salariat. Et moi, je me dis, c'est pas possible. J'ai pas revenir dans le salariat. J'ai goûté l'entrepreneuriat. C'est quand même beaucoup plus sympa en fait l'entrepreneuriat que le salariat. Voilà. Et la France étant un pays bien fait, j'insiste pour le dire, ayant les deux cultures, j'insiste pour le dire, on a le chômage. Donc on peut se donner le temps de trouver finalement ce qu'on veut faire pendant ce temps-là. Et donc, après les 2-3 mois forcément où tu fais pas grand-chose parce que t'es un peu déprimé du fait d'avoir loupé ton entreprise. Comment je suis rentré en fait dans le monde de la location courte durée, de la location de vacances? Je vois une annonce. Et là, peut-être juste un peu avant qu'on rentre dans cette transition-là sur la location de vacances, curieux de revenir un peu plus sur ce que tu as appris de cette première expérience. Parce que tu m'as déjà ressorti des super choses. Mais là, pour quelqu'un qui considère partir dans sa première activité, qu'est-ce que tu aimerais leur dire que tu as appris à ce moment-là? La chose que j'ai le plus appris, si je devais donner qu'un seul conseil, c'est écoutez tout le monde, mais écoutez 10 fois plus votre premier, votre troisième, votre cinquième client. Celui qui va sortir la CB, celui qui va donner 5, 10 euros pour votre service, même si c'est en dessous du coût du service. Si quelqu'un est prêt à acheter votre service, à vous faire confiance, c'est son retour, c'est son feedback qui compte le plus. Plus que votre plan marketing, plus que tous les mentors qui sont bienveillants et qui sont nécessaires. Mais si le client n'est pas prêt à acheter votre service, en fait, vous avez pas d'activité. Autre chose, ayez des clients. Faut pas chercher la rentabilité à tout prix. Bien sûr, il faut être rentable. Je dis pas le contraire. Mais il faut d'abord avoir suffisamment de clients. Alors, en fonction de sa vie perso, de ce qu'on est capable d'endurer. Pour certains, c'est qu'un mois ou deux, on peut vendre en non rentable. Pour d'autres, c'est 3 ans. Mais pour récolter un maximum de feedback client, pour comprendre, en fait, quel est le bon positionnement, qu'est-ce qu'il faut que j'adapte dans mon offre, parce que bien évidemment, l'offre, elle n'est pas parfaite. Du premier coup, c'est impossible. Ça n'existe pas. Et donc, puisqu'on a ce feedback client. C'est intéressant à savoir quand même que ça n'existe pas d'être parfait tout de suite. Selon moi, ce n'est que mon opinion. Oui, j'entends, c'est ton opinion, mais pour le coup, là, je relate tout à fait. Mais c'est sûr que, je pense qu'il y a besoin d'itération et de partir dans l'idée que ça va être pile ça tout de suite. Je pense que c'est un peu utopique. Et on en revient aux deuxième chose qui est corrélée à ça. Bien sûr, il faut passer un peu de temps à la préparer, cette première itération, mais il faut pas passer trop de temps. Il faut rapidement se confronter au marché, au client, et après itérer, adapter au fur et à mesure. Et une fois qu'on a trouvé l'offre de service ou le produit qui correspond à un segment, une niche, se dire ok, là je me focus là-dessus, je me concentre là-dessus, et maintenant je cherche à devenir rentable sur ce domaine-là. Alors c'est aussi parce que moi, j'ai découvert ça après coup. Je suis partisan de la méthode Bootstrap, qui consiste à s'autofinancer. C'est pas pour tous les projets. Si demain je devais monter une usine de batterie électrique, bien sûr que je peux pas bootstrapper. Mais en tout cas, dans les services, on peut. Très souvent, on peut. Voilà. Bien sûr, si on parle de deep tech, si on parle de biomédical, on peut pas. Mais même dans les produits, pour peu que ce soit un produit relativement simple, il y a des choses qu'on peut faire. Peut-être qu'il faudra dans une deuxième étape aller chercher des financements. Mais la première chose, c'est arriver à trouver c'est le fameux MVP, le minimum viable product. Si vous pouvez l'autofinancer en itérant et que lui soit rentable à son échelle, c'est jackpot. Parce que vous maîtrisez ce que veut le client, tu maîtrises tes coûts, humains ou tech ou autres, et donc tu sais que le petit cocon, il marche. Après, il faut que le cocon, ça devienne un papillon qui s'envole. Mais voilà. Donc d'abord, si j'entends bien, étape numéro 1, vraiment valider avec le client, qu'il soit prêt à payer avec la CB. Parce qu'au final, il n'y a que ça qui valide. Il n'y a que ça qui valide. Et deuxième chose, une fois que ça c'est là, et au final, ça n'a pas besoin d'être vu tout de suite, une fois que ça c'est là, s'assurer que ce soit rentable. Exactement. D'arriver à cette rentabilité. Une fois que c'est ça, maintenant on fait décoller le papillon. On fait décoller le papillon, et après, ça c'est très perso, on le fait décoller au rythme auquel on veut. Moi, c'est mon principal, on va dire, principale motivation dans l'entrepreneuriat. C'est aussi de piloter, selon ma vision. Donc, si vous voulez créer la prochaine licorne, unicorne, dinosaure, tout ce que tu veux, parfait.
si vous voulez avoir une petite TPE, 3, 4, 5 personnes, c'est bien aussi. Si ça correspond, on va dire, aux souhaits profonds de l'entrepreneur ou des associés, c'est très bien. Voilà. Et de toute façon, on peut pas avoir que des unicornes. En plus, il n'existe pas vraiment les licornes. Déjà. Mais ouais, non, mais c'est super intéressant. Ouais. Parce que c'est, en tout cas, j'ai l'impression que sur beaucoup de fondateurs, c'est souvent un peu, ok, c'est ça ou rien, quoi. Et c'est super en tout cas, je trouve, de ramener le fait qu'en fait, on a cette liberté de choisir le chemin qui est pour nous. Après, il y a une deuxième chose, parce que l'entrepreneuriat, c'est un chemin très personnel. Ouais. Ça dépend de la personnalité de chacun, mais de l'âge de chacun. Moi, à 25 ans, je voulais conquérir le monde. Bon, aujourd'hui, j'en ai 40, je veux plus conquérir le monde. D'accord. C'est quoi qui te fait vibrer aujourd'hui? Professionnellement? Ouais. En fait, être satisfait de l'entreprise, d'où elle en est, avoir une équipe qui est contente de ce qu'elle fait, et en fait, d'être content de ce qu'est l'entreprise, que l'entreprise, j'essaie de formuler ça un peu mieux, d'avoir une barque qui va au rythme que je souhaite et qu'elle soit de la taille qui me convient à l'instant T. À moi, mais aussi aux passagers de la barque, donc à l'équipe. Super. Voilà. Ok, donc on en revient vraiment à cette idée de calibrer finalement l'activité à ce qui convient à toi et à tes équipes. Tout à fait. Ok, super. Et tu allais parler de la transition maintenant sur location courte durée. Ravi d'en entendre plus. Et pour moi, l'autre, on va dire, ligne conductrice, c'est donc bien sûr, le client, ses besoins et calibrer sa rentabilité. Il faut pas se leurrer, il faut un peu de chance dans la vie. Ou du hasard, ou des rencontres. On va mettre ces trois choses dans la même famille. Et donc, on est à l'été, je crois, 2018 ou 2017. Bon, je crois que c'est 2018. J'ai pas envie de revenir encore en salariat. Il me reste encore des droits de chômage. Mais il faut quand même que je commence à regarder un petit peu ce qui se fait. Et je tombe sur une annonce de Plum Guide. D'accord. Qui venait de s'installer en France. Qui cherchait des gens pour visiter les appartements, pour faire le vetting d'appartements pour Plum Guide. Le hasard faisant bien les choses, on est en plein été, je postule. Le lendemain ou le surlendemain, j'ai un coup de fil. Le lundi matin, ils me disent viens te faire former. Donc je viens me faire former le lundi matin. Ils me disent lundi après-midi, t'as 3 appartements à visiter sur l'île Saint-Louis. Bon, ok, pourquoi pas. Donc j'y vais, je fais les premières visites, voilà. Alors toi tu sais ce que fait Plum Guide, mais voilà, ils font plutôt des appartements haut de gamme qui sont présélectionnés. Et donc en fait, le testeur doit aller sur le cahier des charges, vérifier que tout correspond à leur niveau, et voilà. Et première partie sympa du job, c'est les appartements sont plutôt sympas. Chacun a sa personnalité. Plutôt haut de gamme, mais ça veut pas forcément dire luxe. Ça veut dire, du cachet. D'accord. Voilà. Et, j'en fais 1, 2, 3, 5, 10, c'est sympa. Mais ça reste un boulot de freelance. Donc, c'est intéressant dans le sens de la liberté. Un boulot de freelance, en tout cas, on pense toujours pouvoir être mieux payé ou mieux le faire, bref. Mais au bout de 10-15 visites, je retombe chez le même propriétaire. D'accord. Bon, en tout cas, chez la même personne. D'ailleurs, techniquement, c'était pas un propriétaire. Je tombe chez la même personne. Donc, je me dis, tiens. Donc, propriété différente. Chaque fois qu'il arrive dans l'inventaire, mais la même personne qui t'accueille. La même personne. Okay. Bon, du coup, je suis un peu pipelette en plus, donc je parle avec la personne. Et c'est là où je découvre que, en effet, les property managers, ça existe. Et qu'il y a des gens qui gèrent plusieurs biens. Donc, ça m'interpelle. Quelques jours après, je retombe à nouveau chez la même personne qui cette fois-ci était propriétaire des biens. D'accord. Donc je découvre qu'il y a un monde de property manager et je trouve qu'il y a un monde de propriétaires investisseurs. Et ça, c'est en quelle date? C'est automne 2018. D'accord. Voilà. Donc je me dis tiens, c'est intéressant. Et je me rappelle de ce que j'ai retenu de l'expérience précédente. Ce qui compte, c'est le besoin. Donc je fais parler ces gens-là. C'est quoi leur problème? C'est quoi leurs besoins? Comment tu vas leur demander ça? Comment t'identifies? Bonne question, mais je pense que à un moment. Alors, je présente. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je présente mon background, on va dire dans le web et dans la tech. Parce que j'ai quand même à ce moment-là 12 ans de web et tech. Et donc je leur pose la question. Voilà, sur la partie web, où est-ce que vous sentez que c'est pas top? Super. Et donc les deux premières réponses, c'était les deux premiers clients. Par la suite. Le premier me dit,
Alors, c'était un property manager, plutôt sur de l'appart hôtel, on va dire, Ok. typologie. Il me dit, non mais j'en ai marre de laisser des dizaines de milliers d'euros à Booking et Expedia. Je veux développer mes ventes directes. Ok, bon. Le deuxième me dit, non, mais moi je suis très content de vendre sur les OTA, enfin, il disait Booking, enfin, Airbnb à l'époque. Non, moi ce que je veux c'est gérer mes prix. Bon, d'accord. Alors, gérer mes prix, je sais pas faire. Clairement, à ce moment-là, je sais pas faire. Donc, je temporise un peu là-dessus, sur les prix, mais faire des ventes directes, je me dis, bah, ok, bah, montre-moi ton site web. Je vois son site web. Avec ton expérience marketing, Voilà, moi, digital, web, ça fait 12 ans que je suis dans le web. Et je lui dis, ok, bah déjà, voilà tout ce qu'on peut améliorer sur ton UX UI, donc user experience, user interface. Donc parcours client, en gros, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ouais, super. Sachant que pour, on peut le dire, il y a prescription, le site était géré par Avancio. Ok. Mais comme il avait, en fait, le client était hôtelier à la base, donc il n'avait pas d'expérience web, donc il a pas fait, il y a beaucoup de paramétrages qu'il n'avait pas fait. Ouais, c'est un métier. C'est un métier, très clairement. Mais, et la deuxième chose, bah, je lui demande, du coup, ok, tes clients, où est-ce qu'ils viennent? Bah, on est à Paris, centre Paris, américain. Je lui dis, ok, ça tombe bien. Moi, ça fait, pendant 8 ans, je bossais avec les Américains pour Orange. Avec les GAFA. Et donc, je lui dis, écoute, si tu veux, tu me donnes. Donc, on était janvier, février, mars, je me rappelle. Donc, c'est janvier, février, mars 2019. Donne-moi 1000 euros par mois de budget Google Ads. Donc, tu me payes pas moi. Tu me donnes 1000 euros de budget Google Ads par mois. Et, au bout des 3 mois, on regarde ce que ça donnait. Ouais. Alors, du coup, je crée aussi une landing page. Parce que c'est la base du web marketing. Et, du coup, je crée des pubs en anglais que je positionne uniquement sur les marchés USA et un peu de Canada. Okay. Parce qu'en fait, il m'avait laissé, on avait signé un NDA, un accord de confidentialité. Donc, j'ai sorti son historique de Reza depuis des années, d'Avancio. Et, bah, je vois déjà que, donc, bah, y a beaucoup d'Américains et beaucoup de Canadiens. Je vois aussi quelles sont leurs périodes de Reza. Alors, je fais ça au début un peu, on va dire, au jugé, au bon sens. Il n'y a pas encore de méthode. Pas sur l'analyse client. Il y avait une méthode sur le Google Ads. Parce que ça, j'en avais fait pendant des années. Et voilà. Et donc, on lance les campagnes. Et un peu de savoir-faire, beaucoup de bol. On fait x7 par rapport à l'année dernière en vente directe. Waouh. Donc, forcément, bah, les clients, ils signent pour l'année. Logique. Ah oui. Logique. Ils signent pour l'année. Du coup, je me dis, OK, ça, c'est sécurisé. Et c'est un client. C'est pas encore assez produit. Donc, c'est un client qui t'a payé. Donc, validé avec la CB. Oui, validé avec la CB. Validé avec la CB et double validé. Au début, j'avais pas de crédibilité dans le secteur, on va dire, travel. Ouais. Mais j'avais une crédibilité Google Ads. Donc, ce que je lui dis, ne me paye pas moins. Paye juste Google au début. Fais-moi confiance que je saurais le faire. Parce qu'il fallait quand même qu'il paye le média. Et donc, toi, tu faisais 0 frais de service. Les 3 premiers mois, les 3 premiers mois, 0 frais de service. Super. Et du coup, au bout de 3 mois, bah, il a dit oui, il n'y a pas de souci, on signe à l'année et on a fait un deal voilà, sur la rémunération. Dans la foulée, je me dis bon, concomitamment, allez, un mois après, bah, je reviens vers mon deuxième client. Et là, pareil, il me dit bon, ok, c'est pas grave, vas-y, j'ai un rendez-vous chez, je sais plus si c'était Airbnb ou Booking, le premier. Viens avec moi, viens au rendez-vous. Et donc là, j'arrive au rendez-vous chez, on va dire que c'est Booking, peu importe, en France. Et très rapidement, on va dire ce qui m'aide, c'est que, ok, je commence un peu à comprendre les métriques, donc les KPI du secteur, mais surtout le jargon de parler à une boîte américaine. Pareil, ça faisait 8 ans que je parlais. J'ai passé des années à parler à Facebook, à Amazon, à eBay, à Groupon à l'époque ça existait encore. Donc, en fait, comprendre une presse que peut sortir une boîte américaine, j'avais tous les codes. Donc, ce que je n'avais pas, c'était que je n'avais pas encore l'expérience. On va dire, métier, location courte durée. Voilà. Mais web et une boîte américaine, ce qu'elle attend, de comment il faut lui présenter quelque chose, je l'avais. Et donc, du coup, le rendez-vous se passe bien. Voilà, comme toujours dans les revues de portefeuille que peut faire ces grands OTA. Ils font des propositions d'action, d'amélioration, d'opportunités, comme ils appellent maintenant. Donc moi je reprends, j'analyse et je propose un plan d'action au client qui accepte. Donc voilà, pareil, on met en place ce plan d'action. Ça se passe pas trop mal. Mais pourquoi ? Parce que finalement c'est de la stat. C'est de la compréhension web de ce qu'est un funnel.
Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est un des leitmotifs de l'entreprise, c'est que nous, aujourd'hui, on fait du revenu management, bien sûr, mais sur la partie... Mais c'est vrai aussi bien en vente directe qu'en vente OTA, il y a un funnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une présence dans le résultat de recherche, il y a le fait d'être bien ranké dans le résultat de recherche, le fait d'être cliqué pour arriver sur l'annonce, et ensuite que l'annonce transforme. Tout ça, c'est un funnel, donc un entonnoir en français. Mais c'est vrai qu'en marketing, on utilise beaucoup le mot funnel. Et en fait, chaque étape a ses taux de transformation. Chaque étape, on peut mesurer le pourcentage. Et ensuite, il y a des leviers qui s'appliquent au haut de funnel, en bas de funnel. Et en vrai, il n'y a pas de science exacte, il y a du test and learn. On teste, on voit ce qui marche, on duplique. Ça marche encore mieux, on déploie sur tout le parc. Et donc, en fait, je suis vraiment arrivé dans ce milieu-là par mon expertise web, pas par l'expertise, on va dire, RM ou touristique. Après, il fallait bien sûr apprendre la partie RM, et donc, bien évidemment, je me suis formé après par la suite dessus. Donc, deuxième client. Et à l'automne 2019, troisième client. Pareil, plutôt profil petit investisseur parisien. Enfin, petit par le parc. Mais voilà. Et donc là, pareil, on fait un deal de RM. Donc l'USI, ce qui l'intéresse, c'est le RM. D'accord. Donc je RM, revenu management. Revenu management, voilà. Soit clair. Revenu management, ou à l'époque, comme c'est des gens qui venaient plutôt de l'immobilier, troisième année de l'immobilier, pour lui, c'était tarification dynamique. D'accord. C'est comme ça qu'il appelait. Ok. Voilà. Donc je me dis, bon, j'en ai deux contre un. Voilà. Et surtout, je me rends compte que, ça y est, 3 clients, c'est à peu près stable. Donc, s'il y en a un qui s'en va, j'en ai encore 2. Donc, ça y est, j'ai décidé, je vais lancer une activité. Donc, je vais progressivement sortir du statut d'auto-entrepreneur, donc LGT. D'accord, c'est à ce moment-là, quand tu as les 3, où tu te dis, voilà. OK, là, je peux passer le cap. Parce qu'il y a aussi une chose que m'a dit le troisième client, qui est aujourd'hui toujours client et un de nos plus gros clients aujourd'hui. Au moment du changement, je me rappelle une chose qu'il m'avait dit. Moi, je me disais, oui, mais attends, mais est-ce que je monte ce type d'entreprise-là ou ce type d'entreprise-là? Est-ce que je paierai plus d'impôts ou moins d'impôts là? Il me dit, mais on s'en fout. Fais déjà du chiffre d'affaires. Avant de chercher à optimiser, fais du chiffre d'affaires. Parce que si tu vas optimiser 0, tu resteras toujours à 0. Ouais. Donc, voilà. Donc, voilà, 3 clients. Je me dis, OK, super. Mais je sens que j'ai un manque j'ai un manque de crédibilité, mais aussi de savoir-faire sur la partie touristique. Donc, je me dis, OK, faut que je me forme là-dessus. Faut que je me fasse accompagner là-dessus. Et donc, je fais une mini-étude de marché de tous les incubateurs tourisme de France. OK. Et j'ai la chance, un peu de flair, mais beaucoup de chance, donc j'en visite quelques-uns, de très bien matcher avec l'équipe de l'Open Tourism Lab à Nîmes. Et donc en janvier 2020, et l'année est importante parce que 3 mois après, tout le monde sait ce qui est arrivé, je crée mon entreprise à l'Open Tourism, à l'Open Tourism Lab de Nîmes. Et je suis très content de démarrer là, et donc il y a toute la partie formation, accompagnement d'un incubateur spécialisé tourisme. D'autant plus que ils sont vraiment 360 tourisme, hébergement, voyage, travel, transport. Restauration aussi. Pardon ? Ils font la restauration. Restauration aussi, ils en font un peu moins. Okay. Et ils ont aussi, et c'est ce qui sera très important dans les 2 années qui suivent, ils ont une très forte, on va dire, dans la partie institutionnelle. Ils sont très bien implémentés avec les OGD, donc organismes gestionnaires de la destination, plus trivialement, les offices de tourisme, les agences départementales et les comités régionaux de tourisme. Ok. Et donc, je rentre là-dedans, je commence à me former, parce que c'est un moment indispensable quand même de monter en compétences. L'avantage de ces endroits-là, c'est que tu rencontres aussi d'autres entrepreneurs. Donc, ça te permet de t'émuler. Mais arrive le mois de mars 2020. Voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé. J'ai pas à revenir dessus. Et donc, mais néanmoins, on va dire cet esprit communautaire reste via un Slack, via des forums, via WhatsApp et tout ça. Et quelques mois après arrivent les premiers plans tourisme, un plan de relance tourisme. Et à l'époque, il y avait une histoire de code NAF, c'est-à-dire que seules les entreprises touristiques qui ont un code NAF touristique étaient éligibles. Pas les entreprises de conseil, puisque techniquement Optirental est une entreprise et toujours une entreprise de conseil, et donc on n'est pas éligible. Sauf que, on va dire à peu près un tiers des gens de l'écosystème étaient sur d'autres codes NAF. Mais écosystème, il y a d'autres incubateurs qui rentrent dans la danse et on apprend l'existence d'une ordonnance qui précise bien que si on fait plus de 50% de notre CA avec des entreprises touristiques, on est éligible au plan. Voilà. Et donc, grâce à ça, tu l'apprends comment ? Par le Slack de l'hôtel. Donc grâce à cette communauté. Grâce à la communauté, très clairement grâce à la communauté.
Et donc je fais une première fois la demande d'aide aux impôts, qui me refusent. La deuxième fois, je mets juste le nom de l'ordonnance. Allez, peut-être pas 4 jours, mais une semaine après, c'est bon, c'est accordé. Ouais. Mais c'est pas la faute non plus des impôts. Les impôts, ils ne peuvent pas connaître toutes les ordonnances du monde. Donc voilà. Et donc ça, et ensuite, là où l'hôtel était très fort, c'est que 2021, on est encore un peu, on va dire, c'est encore dur. Ouais, en Europe surtout, aux US ça repart bien, mais voilà. En Europe c'est chaud. C'est encore dur. Et c'est là où on va dire tout leur écosystème autour des OGD, des institutionnels, nous aide, puisque par exemple on a fait un partenariat avec le CRT Sud, le Comité régional de tourisme, où en fait eux finançaient la moitié d'un audit, soit sur la visibilité web, soit sur du RM. Et donc on a fait des audits auprès de différents hôtels, résidences hôtels, appart hôtels en région sud. Et en fait ça remet du CA, qui est aidé par la puissance publique, mais ça remet quand même du CA dans ça, ce qui permet de se projeter et de se dire ok, je suis pas obligé de, après m'être à peine lancé dans l'activité, d'en ressortir parce que le tourisme va mal, et de revenir dans le web, parce qu'il faut pas oublier qu'à ce moment-là, web c'est la fête absolue. Donc, mais je me dis non, finalement, ça ira. Ça ira. Ça va passer, quoi. Ça va passer. Et après, bon, arrive l'été 2022, qui était bon. Et donc là, sortir de l'été 2022, je me dis bon, bah, ça va aller, au niveau du CA, ça va aller. À ce moment-là, je suis encore, on va dire, c'est une entreprise, mais il y a encore que moi. Et donc, je commence à me dire, ok, il faut que je m'entoure. C'est là aussi que j'ai fait des erreurs. J'ai loupé mon premier recrutement, et je m'en excuse auprès de Renaud, qui était mon premier salarié, parce que c'est plutôt de ma faute si ça n'a pas marché. Mais pareil, on apprend en faisant. Bravo de prendre la responsabilité. C'est c'est un fait. C'est bon. C'est un fait. Mais c'est fait. Mais je m'en suis rendu compte peut-être 6 mois, 1 an après. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Voilà. Et donc voilà, dans l'entreprise continue, on se développe, on trouve de nouveaux clients. Et comment tu revois l'embauche maintenant aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as appris de, on va dire, ce premier échec, mais de ce premier apprentissage peut-être plus ? Alors, comment tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 3, on va passer à 4 en février. J'ai compris 2 choses. La première, c'est que pour réussir une embauche, faut que moi déjà, en tant que chef d'entreprise, je sois très clair sur les missions de la personne. Parce que fonction des missions, je sais ce que je peux, quel profil, au niveau d'expérience ou d'études, je dois viser. Je peux pas demander la même chose. Je donne l'exemple plutôt sur des freelances qui ont fait des missions. J'avais quelqu'un qui était très très bon sur toute la partie, on va dire, terrain, aller voir un bien, nous aider à récupérer ses équipements, ses caractéristiques, pour que nous derrière on arrive à mieux pricer. Parce qu'on se rend compte que sur 15 biens, en fait, il y en a 3 qui ont ces équipements-là, et que du coup, ça va nous permettre dès le départ à les positionner un peu au-dessus d'autres. Ouais. Du coup, c'était top. Je me suis dit, bon, bah, ok, ils bossent très bien. À ce moment-là, on avait une explosion on avait de plus en plus de clients. J'avais besoin aussi que quelqu'un vienne sur l'analyse de données Excel. Bah, c'est pas le même métier. Ouais. Et il a pas réussi. Et c'est juste une histoire de profil. Les gens ont chacun leur domaine de compétences, leur domaine aussi où ils sont confortables. Donc, par rapport aux besoins que j'ai, il faut essayer, on n'arrive pas toujours, mais de viser des gens qui ont soit cette expérience-là, soit ce profil-là en termes d'études. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que les premiers mois, donc ce qu'on appelle l'onboarding ou l'intégration en français, c'est crucial. Et surtout dans une petite boîte, ça passe par le chef d'entreprise qui doit consacrer du temps. Tu peux pas prendre un jeune ou un moins jeune. Vas-y, fais le boulot. Voilà. Ciao. Lui expliquer une fois et au bout de 3 jours le laisser. Voilà. En fait, et donc ça, c'est une chose très importante que j'ai fait sur les dernières embauches et que l'objectif c'est que sur la prochaine ça se passe aussi comme ça. Ouais. Je sais que les premiers mois, je dois consacrer du temps. Et ça paye. En fait, au bout du compte, ça paye. Ça paye parce qu'aujourd'hui, donc j'ai une personne qui est depuis 1 an et demi dans la boîte, une qui est depuis 1 an. Elles sont de plus en plus, elles sont autonomes sur certains sujets totalement, sur d'autres moins. Ça me déleste un certain nombre de tâches et en fait, le temps investi à les former est payé au quintuple aujourd'hui. Voilà. Donc, ça prend plus de temps au départ, mais au final, le rendement est énorme. Le rendement est énorme. Et aussi, pour trouver le bon profil, bien sûr, il faut que le profil ait envie la personne ait envie de venir dans la boîte, ça c'est une évidence. Mais la deuxième chose, c'est que si on lui dit pas ce qu'on attend de la personne, elle peut pas deviner. Donc, avoir bien défini, c'est quoi les missions, c'est quoi les rôles de la personne. Voilà.
Ouais, super. Et aujourd'hui, pour aller plus loin dans OptiRental, donc, quels sont les services que vous proposez, à quelle audience? Alors, aujourd'hui, OptiRental, en un mot, on fait du revenu management, parce que c'est, on va dire, 80% de notre métier, mais on le fait dans un but, et on en revient en fait à mon background qui est web, on le fait pour optimiser la distribution en ligne du client. Donc ça veut dire que bien évidemment, on va gérer les prix du rémunération de séjour du client pour l'optimiser, pour optimiser son RevPAR, donc optimiser son taux d'occupation multiplié par le prix moyen. Son RevPAR, peut-être pour ceux qui savent pas. Alors le RevPAR, le RevPAR, c'est la base, c'est un métrique hôtelier qui veut dire revenue per available room, qui veut dire donc revenu par chambre disponible. Comme nous, dans notre métier secteur, on ne pose pas en chambre, parce qu'une chambre, pour nous, une villa de 4 chambres, c'est une chambre d'un point de vue hôtelier. C'est un hébergement. Voilà, c'est un logement. Une unité locative. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on devrait, nous, plutôt parler en RevPAN, revenu par available night, mais dont tous les outils, aujourd'hui, on voit RevPAR. Donc, voilà. Mais le RevPAR, c'est très simple de le calculer. C'est pour un logement donné, on prend le taux d'occupation multiplié par le prix moyen de vente du mois, et on obtient le RevPAR du mois. Donc, si on a vendu à 100 € la nuit et qu'on a vendu 20 nuits sur 30, le RevPAR du mois, c'est 66. Voilà. Il y a plein d'autres indicateurs, mais c'est l'indicateur principal qui permet de se dire, OK, est-ce que j'ai bien performé mon mois par rapport au même mois de l'année dernière? Et est-ce que, à logements égaux, certains performent mieux que d'autres? D'accord. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai deux logements parfaitement identiques, ce qui n'existe quasiment jamais, si j'en ai un à 65, l'autre à 90, il y a un des deux qui clairement sous-performe. Ouais. Ça, c'est intéressant sur le RevPAR, RevPAN. Au final, tu as l'ADR, le Average Daily Rate. Ou PM en français, prix moyen. Ça s'appelle PM En fait, on utilise beaucoup PM en français. D'accord. Parce que pareil, l'hôtellerie utilise PM. Et au fur et à mesure, en fait, les termes hôteliers arrivent en France. Et aussi parce que ça, c'est perso, j'essaye de réintroduire de plus en plus de mots français. J'ai passé 10 ans à n'utiliser que des anglicismes. Et j'ai envie de parler de plus en plus français, si possible. D'accord. Avec une clientèle qui est qu'en France? On a démarré qu'en France. Depuis l'année dernière, on fait le UK. Okay. Donc là, forcément, on parle en anglais, il n'y a pas de souci. Voilà. On fait un peu d'Italie. Okay. On fait un peu Maurice. Et depuis un mois, on fait Aruba. D'accord. Aux Caraïbes. Okay. Et ça, pareil, on le fait en anglais, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. En Italie, vous faites en italien? Non, les investisseurs sont français. Ok, d'accord. Ouais. Okay, donc c'est majoritairement français et anglais, quoi. De toute façon, Maurice, ils sont bilingues. Ouais. Italie, donc c'est des investisseurs français. Et UK et Aruba, pour le coup, c'est en anglais. Anglais. Ok. Et pour clarifier la différence, donc, entre le prix moyen, donc le PM, ou le RevPAN, alors je sais pas comment tu le dis en français, le RevPAN pour le coup? J'ai pas trouvé. Voilà. J'ai pas encore trouvé, mais... Donc, est-ce que tu peux nous distinguer les deux peut-être et l'importance de comprendre la différence des deux? Bien sûr. Je vais donner un exemple, on va dire, caricatural. Je peux vendre, par exemple, 3 nuits à 200 € et 3 nuits à 100 € dans mon mois. Donc, je n'ai vendu que 6 nuits dans le mois. Mais puisque j'ai vendu 3 nuits à 200 € et 3 nuits à 100 €, mon prix moyen de ce mois-là, il est à 150. Donc, potentiellement, il est très bien, mon prix moyen est très bien. Mais je n'ai vendu que 6 nuitées sur les 30 qu'emporte le mois. Donc, mon prix moyen est de 150. Pourtant, mon RevPAN est de 30 seulement. Parce que j'ai fait 900 € dans le mois de chiffre d'affaires unité sur l'ensemble du mois. Ouais. Et en fait, mes 24 nuitées vides ont fait dégringoler mon RevPAN de 150 à 30. Super. Voilà. Et alors après, c'est là où cet indicateur a une importance différente selon qu'on est une conciergerie locative ou un propriétaire investisseur. Je m'explique. La conciergerie locative, son business model principal, c'est la commission sur la nuitée, plus frais de ménage. Si on estime que les frais de ménage, on marge pas ou très peu, ce qui compte, c'est la commission sur la nuitée. Donc, si ma nuitée est vendue trop bas, je travaille pour peanuts. Donc, à chaque fois que je vends une nuitée à un bon prix, j'ai une bonne commission. Ouais. Ça veut dire que c'est le niveau numéro 1. Donc, je pourrais me dire, je ne veux faire que mes 6 nuitées très chères et c'est pas grave pour les 24 restantes. Ça ne tient pas à moyen et long terme, car je perds le propriétaire. Et puis même, il me faut un volume d'activité. Mais en tout cas, la conciergerie,
se doit, selon moi, de se mettre un plancher du moment qu'il est totalement transparent avec le client, donc le client de la conciergerie qui est le propriétaire, et donc c'est un plancher partagé, parce que au-delà d'un certain montant, soit par unité, soit par séjour, la conciergerie perd aussi en rentabilité. Et donc la manière d'éviter ça, c'est lorsque le marché est vraiment à la baisse. On va pas se mentir, en novembre, il est à la baisse sur quasiment tous les marchés en France. Soit on va au plancher, soit on joue avec les durées de séjour. Pour aller prendre sur le séjour, on ne trouvera pas notre marge minimum sur la nuitée ou les 2 nuitées, mais on va le récupérer sur 4, 5, 6 nuitées. On va chercher sur le séjour. Voilà. Là où le propriétaire investisseur, il a soit une traite de prêt à payer tous les mois, soit il a un TRI à aller chercher, donc un taux de rendement interne, donc il a investi des fonds qu'il avait déjà, il s'est mis un objectif de rentabilité de X milliers d'euros sur ses biens. Et donc, chaque nuitée non vendue, c'est comme le kilo de tomates à 13h sur le marché. En fait, à 13h05, les kilos de tomates n'existent plus. Enfin, ils sont plus vendables. C'est périssable, quoi. C'est périssable. Et donc, bien évidemment, lui aussi doit gérer un minimum parce que, il a un coût quand même variable sur chaque nuitée, sur les consommations électriques, sur le linge surtout. Et il doit aussi gérer son risque. C'est-à-dire que chaque séjour comporte un risque minime, mais un risque tout de même de dégradation. Donc, il ne doit pas se retrouver dans une situation où il a vendu tellement bas qu'en cas de dégradation, il va se retrouver, malgré la caution, l'assurance, aircover, tout ça, même s'il en a pour 0 de sa poche financièrement, il en aura pour son temps et ses nerfs. Et donc, même pour ça, il doit mettre un plancher. C'est sûr. Émotionnellement, il y a aussi un enjeu. Mais en tout cas, l'investisseur a un intérêt à maximiser son taux d'occupation, tout en cherchant aussi à maximiser son prix moyen, mais surtout son taux d'occupation. Là où, en effet, la conciergerie doit trouver le juste milieu si on regardait de manière noir et blanc, ce qui n'est jamais le cas, noir, elle veut un maximum de PM, peu importe le taux d'occupation. Blanc, c'est oui, mais mon propriétaire, lui, c'est l'investisseur. Petite échelle, mais c'est mon investisseur. Donc, je dois trouver le juste milieu entre il faut que ma vente me permette de financer mon temps de travail, l'implication, la partie relation voyageur et toutes mes solutions tech que j'ai installées dans la conciergerie, versus ce que mon propriétaire, lui, a besoin quand même d'avoir un revenu sur le mois satisfaisant. Oui, qu'il soit efficace. Ouais. Ok, super, merci. Et très intéressant, je pense super important pour beaucoup de gens qui connaissent pas encore forcément ces différentes métriques, ces différentes unités de mesure. L'important, c'est pourquoi il y en a certains qui sont plus utiles, peut-être pour la conciergerie, pour l'agence immobilière, d'autres encore plus pour le particulier. Super. Et donc, si on en revient finalement au service que vous fournissez, donc revenu management. Alors, donc nous on s'adresse, donc c'est assez clair, on s'adresse aux hébergeurs touristiques, donc spécialisés quand même location courte durée, à condition qu'ils aient 20 biens en plus. C'est pour des effets de seuil en fait. D'accord. C'est pas une lubie, c'est un effet de seuil. Qui ont un PMS, parce que ça permet pareil de maximiser à l'échelle. Peu importe le PMS, Smiley bien sûr, mais d'autres aussi. Et donc on va leur faire le revenu management et tout ce qui est directement adjacent au revenu management, c'est-à-dire toute la gestion de leur profil sur les OTA. Parce qu'aujourd'hui, il suffit pas seulement de faire le bon prix, il faut, le cas échéant, avoir les bons plans tarifaires sur Booking, gérer les minimum séjours avec avec les exceptions, les disponibilités sur Airbnb. Alors, en France, Expedia a gentiment mis tout le monde sur Abritel, mais il fut un temps où on pouvait faire du Expedia Partner Central, mais dans d'autres marchés, il y a encore Expedia Partner Central. Ouais, ça revient aussi en France, mais c'est un peu lent encore. Voilà, ça m'intéresse si ça revient. Et donc voilà, j'ai géré toute la partie optimisation des profils ETA et surtout optimisation aussi de l'annonce, puisqu'aujourd'hui on en revient en fait à mon obsession du funnel. Alors, on n'a pas trouvé la recette de Coca de l'algorithme des ETA, mais et puis elle bouge. Ouais, et puis elle bouge surtout. Mais l'on sait que c'est, on va dire, une partie prix durée de séjour, une partie qualité,
Donc ça, il faut que faut que l'hébergeur travaille sur sa qualité. Et toute une partie sur, donc ça, on va dire, prix. Moi, j'appelle ça chaud, tiède, froid. Chaud, c'est prix, durée de séjour. Pourquoi ? Parce que tous les jours, je peux potentiellement faire varier mes prix et mes durées de séjour. Ouais. Et d'autant plus que si j'utilise Pricelabs, Beyond, Wheelhouse et autres, je peux vraiment le faire tous les jours de manière dynamique par une machine. Et avec OptiRental, en général, vous mettez par-dessus ce genre d'outil ? Les deux. On Ok. a vraiment les deux modèles. On a un modèle lorsque les clients sont équipés d'un RMS, donc Revenue Management System, ou s'ils ne sont pas équipés, on le fait nous-mêmes. D'accord. Voilà, on a les deux. Donc ça, c'est le chaud. Le tiède, ce qui n'est pas du tout négatif, c'est la qualité. Pourquoi je dis le tiède ? C'est-à-dire que si vous avez 5 commentaires, peu importe le TA, un seul commentaire va tout changer. Si vous en avez 150, il va en falloir 5, 10, 15, 20 pour vous améliorer. Et également 5, 10, 20 pour dégringoler, même si malheureusement la dégringolade va plus vite que la remontée. Mais tiède parce qu'en fait, ça prend plus de temps. Donc si ce qui manque dans le classement, c'est au niveau de la note que ça coince, bien sûr qu'il faut travailler la qualité. Et il n'y a pas de recette miracle. Nous, on fait du numérique. Nos clients font du très, 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 très réel. Il y a des logements, il y a des voyageurs, il y a des Wi-Fi qui tombent en panne, il y a des toilettes qui se bouchent. Tout ça, faut qu'ils arrivent à le régler. Voilà, faut le Faut régler. que ça marche. Faut que ça marche. Ça marche pas, ça se règle vite. Et donc, le tiède, c'est ça, c'est la qualité. Parce que ça met un peu de temps à se régler, mais ça reste quand même sur le feu. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais l'oublier. Ça reste sur le feu, il faut toujours améliorer. Et le froid, qui n'est pas totalement froid non plus, c'est plus je fais mon annonce de manière qualitative au début, et ensuite je reviens, mais très rarement dessus, lorsque soit il y a un changement d'algo, soit un changement de saison. Typiquement, en montagne, on change les photos, il y a les sets de photos d'hiver, les sets de photos d'été. Mais c'est tous les 6 mois. C'est pas tous les jours. Donc, plus l'annonce est mieux faite, ça va être le petit supplément qui, à note et qualité égale, va le faire passer de page 2 à page 1, ou de page 4 à page 3. Et donc, un peu plus visible. Si mon entonnoir, alors je sais pas si c'est visible, si mon entonnoir, au lieu d'être comme ça, il est comme ça, à même taux de conversion, j'aurai plus de réservations parce que j'ai ouvert mon entonnoir au début. Ça va même le... Voilà. C'est même les comme ça. Voilà. Et après, bien sûr, on peut jouer à chaque élément, mais le début étant plus large, plus tu es élargi au début, mieux c'est pour la fin. Donc voilà, donc pour en revenir, donc pricing, optimisation des OTA, et puis aujourd'hui, comment tu utilises OTA ? Et tu le sais mieux que moi. Certaines choses sont gérées au niveau de l'extranet, d'autres au niveau du PMS. Donc on va travailler aussi à le mieux possible tirer, je dirais, l'essence même du PMS qu'ils ont pour faire le maximum possible. Il y a des choses à faire. Hein. Oh oui. Il y a des choses à faire, surtout que nous, on a une approche qui moi me tient à cœur et qui restera tant que en tout cas tant que je suis à tête d'OptiRental, c'est on est agnostique de la tech. Ça veut dire nous aujourd'hui on a 8 PMS compatibles entre guillemets. Je n'ai jamais dit à un client change de PMS. Je vais toujours lui dire tire le meilleur possible de ton PMS actuel. Si on a un blocage, on essaie de voir quel est le blocage, qu'est-ce qui fait qu'il ne convient plus. Et si on se lance dans un changement, ce qui entre parenthèses est un enfer, enfin en tout cas un enfer, j'exagère un peu, mais ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort parce qu'on a pris des habitudes de bosser d'une manière, il y a la bascule, tout ça. On va choisir non pas en fonction du prix haut, on va choisir en fonction de tes besoins. On en revient un petit peu à l'obsession du besoin et de ce que propose le PMS. Et pour être tout à fait transparent, je vais pas citer de nom de PMS, mais je vais expliquer. Quelqu'un qui a, on va dire, qui a 20 biens, qui ne distribue que sur Airbnb Booking, et ils sont 2 personnes max dans la boîte à tout faire. Donc, alors je parle pas des équipes ménage, mais qui sont 2 dans la partie sur l'opérationnel. Je vais pas du tout leur conseiller les mêmes PMS que celui qui a déjà 100 biens. Ils sont 5, 6, 7. Ils ont potentiellement une personne qui est un peu déjà tech, ou en tout cas ils ont un tech en freelance ou autre. On va pas du tout leur proposer la même chose. On conseille, et on va toujours conseiller au moins 2 PMS pour qu'ils aient le choix. Parce que nous, on sera jamais distributeur d'un PMS. Alors, faut jamais dire jamais dans la vie, mais... Ouais, bon, c'est pas ton positionnement. C'est pas mon positionnement. Et notre loyauté dans le sens travail bien fait, il ira toujours à l'hébergeur. C'est pour ça qu'on est uniquement rémunéré par l'hébergeur. On travaille dans son meilleur intérêt. Mais on peut pas travailler dans son meilleur intérêt sans tous les partenaires tech qui sont là pour l'aider à mieux travailler. Super. Voilà. Donc, je récapitule. RM, OTA, PMS.
Ouais. Voilà. Et ensuite, pour ceux qui sont, on va dire, un peu plus ambitieux, on va travailler sur les ventes directes. Je vais pas te mentir, c'est aujourd'hui une petite partie de notre activité. On doit nous encore s'améliorer là-dessus. Parce qu'une chose toute bête, si je reviens par exemple, donc l'acquisition de trafic, tu fais de l'acquisition de trafic en paid, en organique, pour faire ça, donc en payant en organique. Donc en payant, c'est tout ce qui est Google Ads, donc comme tu parlais tout à l'heure. Google Ads, Facebook Ads, il y en a plein. Hein. Ouais. Enfin, Meta Ads, maintenant, ça s'appelle Meta Ads. Ça va tellement vite, en 5 ans, enfin, ce que je savais faire il y a 5 ans, une partie est déjà obsolète. Donc je sais que typiquement, on parlait aussi des recours, tout ça, c'est peut-être une des choses que je vais devoir développer en 2025, c'est peut-être aller rechercher un profil, un spécialiste là-dessus, parce que tout simplement on est rouillé en fait. On est rouillé, ce qu'on savait faire il y a 5-10 ans, on sait plus le faire. Enfin, on sait toujours le faire, mais Oui, il faut rester au goût du jour un peu, ça. Voilà. Et après, il y a tout un enjeu, mais là, c'est plus sur l'usage, justement par les vendeurs, donc les offreurs de solutions technologiques. Ouais. Sur la partie CRM. Parce qu'un des gros challenges, selon moi, c'est de réussir le repeat. Voilà. Et aujourd'hui, on y arrive, mais on est loin du niveau auquel je voudrais. Alors, quand je dis nous, c'est à la fois Optirental et nos clients sur la partie repeat et donc CRM au sens large. Qu'est-ce que tu vois en général comme plus gros challenge sur ça, sur le direct, le repeat? Je vois deux challenges. Sur le direct hors repeat, c'est la confiance, le trust. Confiance voyageur. Hein. Confiance voyageur, oui. Confiance voyageur. On parle souvent de gros paniers moyens. On a des clients qui ont des paniers moyens à 900, 1200, 1500 euros. Pourquoi moi vaciller quand je veux aller à Arcachon, à la loge d'Arcachon, je dis un nom pif, il faut que j'ai confiance pour donner ma CB par 1500 euros. Ouais. On m'explique que on va me prendre 30% en un compte, puis 30% à J-30, ok. Mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce qu'ils vont vraiment me laisser rentrer? En plus, alors ça s'est un peu calmé récemment, mais les médias ont souvent parlé des arnaques et autres. Au moins sur l'OTA, je suis déjà allé donc à 14 endroits différents avec Airbnb. Je suis allé à Vienne, je suis allé à Lille, je suis allé à Lyon. À chaque fois, ça s'est bien passé. Les 2 fois où j'ai eu un problème, finalement, il y a quand même un service client qui a débloqué la chose. Donc il y a cette partie-là, la confiance sur la partie encaissement et sur la partie, oui, on est un professionnel. On est un professionnel. Et donc aujourd'hui sur le web, il y a pas 36 milliards de construire la confiance. C'est tous les systèmes d'avis. C'est Google My Business, alors qui a encore changé de nom, mais la preuve que je suis rouillé. Mais voilà, la fiche Google. Je ne sais pas ce que votre Trustpilot pour notre secteur. Hein, je crois en Trustpilot sur la partie e-commerce. Mais voilà, donc les solutions tierces d'avis. Et ensuite, ce que peuvent proposer d'autres acteurs qui permettent d'intégrer sur son site un carrousel en fait avec les avis OTA. C'est déjà un début de confiance. Donc ça c'est le premier point. Et sur la confiance, il y a une autre chose qui, moi je pense, c'est la confiance basique. C'est déjà de retrouver en termes de visuel le même univers entre l'OTA et le direct. C'est-à-dire que si j'ai un set de photos différents, non, si j'ai une photo de l'établissement, il faut que ce soit la même. Il faut que je sois confiant sur le fait que oui, ça c'est bien le bon établissement que j'ai vu sur Booking, que j'ai vu sur Airbnb, qui m'a plu, qui a 49 avis guest favorite, enfin favori des voyageurs, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc ça c'est sur le nouveau client. Et si en plus mon blog est entretenu, que je parle vraiment de ce qui se passe sur ma destination, parce que c'est toujours la conciergerie qui sera la plus à même de vendre sa destination, je suis rassuré. Oui, c'est des gens implantés à Arcachon, donc je vais y aller, je vais prendre ma villa. Sur le repeat, pour moi, la chose où on a le plus à travailler, c'est de comprendre le rythme de résa. En gros, pour moi, il y a 2 grands types de repeaters. C'est une simplification. Il y a le pro et il y a le loisir. Le pro, s'il vient au moment d'événement, on sait, en analysant la donnée, combien de mois en avance il réserve pour cet événement-là. Ouais. Et on doit l'adresser 1 semaine, 10 jours avant. Je vais donner un exemple très concret. On gère à peu près 25-30 biens sur Cannes. La moitié, pour les 3 grands événements, donc le Festival du film, les Lions et les Mupcom, entre la fin du festival 2024 et 3 mois, donc entre M-12 et M-9 de l'événement, la moitié du parc est déjà vendu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ceux qui sont venus, le séjour s'est bien passé,
Et c'est leur 14e festival, parce qu'en fait, c'est des professionnels du cinéma, ils doivent venir tous les ans. Tout le temps. Du moment que le prix qu'on leur propose pour l'année prochaine est similaire ou un tout petit peu plus cher que l'année précédente, mais on n'a pas fait un plus 30%, parce que là, ils vont se dire, ils se foutent de ma gueule. Que l'expérience voyageur s'est bien passée, donc que j'en ai eu pour mon argent, pour parler simplement, je vais pas me prendre la tête à refaire des recherches. Donc lorsque, soit je suis dans une grande entreprise, il y a des budgets voyage, tout ça, donc on m'autorise de voyager, réserver que 9 mois ou 6 mois avant, c'est à ce moment-là que je vais réserver. Soit je suis un indépendant de petite entreprise, on a des gens qui réservent le lendemain, littéralement, du festival, pour l'année prochaine, parce qu'ils savent que de toute façon, ils seront là à Cannes, quoi qu'il arrive. S'ils peuvent s'enlever de la tête la réservation, oui, ça c'est fait. Okay. Ça c'est fait. Donc sur le pro, c'est comprendre le rythme des événements. Tous les événements sont pas annuels. Je vais prendre l'exemple à Lyon, tu as le Polytech et le Sierra. Le Polytech, c'est un grand salon professionnel sur l'environnement. Le Sierra, c'est justement restauration. Ça a lieu tous les 2 ans. Donc on ne réserve pas forcément 2 ans, d'autant plus que la majorité des calendriers ne sont pas ouverts à 2 ans. Mais néanmoins, ça veut dire qu'on doit penser, si je prends l'exemple du Sierra, parce que c'est en janvier 23, janvier 25. Donc, ok, toute l'année 23 restante, je vais pas vendre mon Sierra 2025, mais dès décembre 23 ou janvier 24, je vais commencer à vendre mon Sierra. Ça peut devenir le bon moment. Voilà, ça peut devenir le bon moment. Ça, c'est sur le pro. Sur le loisir, alors c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut comprendre qui est-ce qu'on a comme clientèle. À Paris, on a une clientèle très transcontinentale. On a des ou Américains, pour faire simple, même si c'est faux, les Américains ne représentent que 25% en valeur sur Paris. Mais enfin, quand même, 25% en valeur sur Paris, c'est déjà énorme. C'est énorme. Est-ce que l'Américain vient tous les ans ? La majorité, non. Parce que c'est quand même un voyage long. Donc, à quel rythme j'arrive à le cibler ? C'est un peu plus difficile. Mais si je prends la Corse, il y a des gens qui viennent tous les ans en Corse. Et donc, pareil, à quel moment je les recible ? Et donc là, je regarde dans mes stats, mes préavis de résa. Je regarde mes préavis de résa moyens, médians, ou même je les découpe en quartiles, c'est encore mieux. Et donc, je me rends compte à quel moment je peux réadresser ce client. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment le timing auquel je m'adresse au client pour dire « reviens chez moi, c'était chouette l'année dernière ». Et la deuxième chose, c'est « ok, mais comment je l'incite à revenir ? Quel est le petit plus que je lui donne ?» Alors, il y a plein de choses qu'on peut tester. Et le mot « tester », c'est important, parce que chaque concierge a son positionnement, a sa manière d'être. Certains sont des gens très sympas, très terrain, moins tech. Donc ça va, on va jouer sur la convivialité. Donc pas forcément sur le prix, ça peut être la convivialité. On va vous offrir, en offrant quelque chose de plus, ça peut être quelque chose de gastronomie, une expérience sur la destination. On a fait en préalable, bien sûr, un deal. Voilà. Si on est au contraire, on va dire une conciergerie très tech, très ça, et ben on va cibler sur du prix, sur la dépose à l'aéroport, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que c'est tout con. On a 15% de marge en plus qui vont pas à l'OTA. Donc il faut qu'une partie de cette marge reste chez l'hébergeur, mais que l'autre soit rendue au client. Et elle peut l'être sous forme de discount, enfin de remise. Elle peut être sous forme d'un avantage dans l'établissement. Alors, on n'est pas des hôtels, donc on va pas pouvoir offrir le spa, le restaurant, mais voilà. Soit, justement, en faisant avec des prestataires locaux, expérience, gastronomie. Il peut y avoir des choses avec une salle de gym locale, tout à fait. Un salle de massage, quoi que ce soit. Il y a des options. Juste, je fais une anecdote. Un de nos clients à Lyon, ils ont des très beaux appartements, plein centre-ville vieux Lyon. Et comme eux, ils sont vraiment sur, on va dire, l'esprit cocooning, bien-être et tout ça, et bien ils ont fait un deal avec une grande chaîne locale de produits, voilà, où la directrice locale a compris qu'elle avait besoin de trafic qualifié dans sa boutique. Mais que juste offrir un micro pipe sheet parfum, c'est pas ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle leur a offert ? Elle a offert pour donc ceux qui sont dans les hébergements, elle leur offre un petit massage à neck. La nuque. Voilà, massage de la nuque. C'est 5 minutes, mais c'est un coup de revient pour la chaîne sûrement, mais du coup, la personne se sent valorisée. Bien sûr. Et en fait, les deux sont gagnants. L'hébergement, parce qu'il peut offrir quelque chose d'exclusif que les autres n'offrent pas. Ouais. Et le commerce, forte chance. Si ça s'est bien passé, s'il y a l'accueil, s'il y a l'humain, oui, 1 sur 2 va finir par acheter un produit dans la boutique. Voilà. Et ça, c'est l'autre chose que moi, je dis toujours à tous nos clients. Nous, chez Opti-Rental, on passe notre temps derrière les écrans, derrière la stat, mais vous êtes sur le terrain. Donc, appliquez aussi, vous,
du bon sens terrain et faites ce que vous pouvez faire. Bien sûr que vous n'allez pas faire la même chose à Lyon, à Paris, en Corse, à Albi, à Clermont-Ferrand, à Arles, mais il y a toujours une spécificité locale et jouez dessus, c'est vous qui connaissez mieux le terrain que n'importe qui d'autre. Super. Écoute, ça me paraît une très bonne conclusion. Pour le coup, ça passe vite. Mais un grand merci. Comme la traduction du podcast, finalement, c'est que la personne qui était là précédemment t'a laissé une question sans savoir que c'était toi. Et donc, je vais te laisser y répondre. Pour le coup, si possible, de façon assez concise. Et donc, qui est, où est-ce que tu te vois dans 5 ans et dans 10 ans? Très intéressante comme question. Dans 5 ans, je me vois, quoi qu'il arrive, on va dire, à développer OptiRental, à développer une activité dans la location de tourisme. À 10 ans, et c'est la première fois que je le dis publiquement, j'aimerais faire en sorte que notre métier, le revenu management, devienne plus impliqué en fait dans, on va dire, les changements écologiques. Et j'aimerais arriver à un green yield. J'aimerais arriver à un moment où que l'idée réussisse, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, mais que dans 10 ans, en fait, une partie du prix ne soit pas fonction de tous les métriques dont on a parlé pendant cette heure, mais soit du mode de transport par lequel on vient, soit du niveau de pollution, de la période à laquelle on va, et donc qu'une partie du prix prenne en compte l'empreinte que l'on laisse dans le voyage. Intéressant. Mais c'est une idée un peu utopique que j'aimerais, qui prendra des années à s'implémenter et qui réussira ou ne réussira pas. Et c'est peut-être plus à 10 ans pour notre métier, RM, que pour moi. Est-ce que si je le fais, tant mieux. Si quelqu'un d'autre le réussit, je serais presque aussi content que si c'est nous qui le réussissons. Super. Dans tous les cas, pour moi, il y a une citation que je vais paraphraser, mais il y a que ceux qui osent l'imaginer qui le réussissent. Et donc, en tout cas, ce sera un plaisir de voir ce genre d'initiative y arriver. Et puis, ravi de voir si on peut y contribuer aussi, d'ailleurs. Très, très belle chose. Vassili, un grand merci pour ce temps d'échange, pour arriver à partager plus sur qui tu es, sur ton expérience. Et merci beaucoup aussi à toute l'audience qui ont apporté leur attention, finalement, pour arriver à mieux découvrir ton parcours. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, pareil, c'était une heure très agréable de partager avec toi. Ravi de l'entendre. Merci. Merci.